petit retard que nous avons pris dans la préparation. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je sais que passer en au dernier moment, juste avant au moment où les estomacs sont vides, c'est un peu difficile et que les têtes ont été bien pleines de présentations très brillantes. Je vais vous parler de l'information. Alors je quitte un peu le terrain de la fiction, mais pour revenir sur le terrain de l'information et de vous présenter à une dizaine de minutes. Enfin, je vais essayer de tenir. T'en prie. Voilà, la situation telle qu'on peut la voir depuis une grande agence d'information mondiale et de voir est-ce qu'en Europe et en France on est bien armés pour entrer dans cette nouvelle étape de la guerre de l'information. Bon, cette situation et cette présentation, elle est nourrie du fait que je dirige l'AFP depuis maintenant presque 8 ans. Et le marché mondial de l'information produit à travers, pour nous, 150 pays, 200 bureaux, 6 langues, de texte, de la photo et de la vidéo, fait qu'en tous les cas, à l'AFP, on est dans une position non seulement d'acteur, mais d'observateur assez privilégié de la manière dont s'organise ce marché. Premièrement, ce qu'on constate sur ce marché mondial de l'information, c'est que les rédactions historiques n'ont plus le monopole pour différentes raisons. Elles ont été paupérisées. Je ne vais pas revenir sur la paupérisation générale de l'information et des rédactions et du déplacement de la valeur dans la chaîne de l'information. Le fait est que les rédactions se sont développées en nombre, mais se sont paupérisées numériquement et individuellement, et puis la majorité des journalistes ont été reportés sur une information en direct, et toute l'information d'analyse ou d'investigation a été diminuée. Ce qui fait que le nombre de titres, le nombre de cartes de presse diminue en général dans le monde. Donc on a paradoxalement le sentiment d'avoir de plus en plus d'informations, mais enfin de moins en moins de producteurs de celles-ci. Et puis ça, c'est pour parler sur le terrain historique. Puis sur le terrain, il y a eu d'autres producteurs qui ont arrivé. D'abord, les citoyens avec l'ensemble de leurs devices qui sont des éléments de production de l'information. Alors après, la question peut se poser de savoir si c'est de la bonne ou de la mauvaise information. Mais en tous les cas, ça participe à l'écosystème. De manière plus symbolique, mais enfin de manière fracassante, tout ce qui est lanceur d'alerte, et puis l'arrivée de la question des robots qui sont un élément supplémentaire de l'information. Donc sur le terrain de la production, une paupérisation des acteurs historiques, une dissémination des rédactions, et puis l'arrivée d'autres éléments plus massifs que sont les citoyens, les lanceurs d'alerte ou les robots. Il y a un troisième, et puis sur le terrain de la diffusion, alors là le système a complètement explosé en 10 ans. L'arrivée naturellement des GAFA, mais aussi de Netflix, a fait que tout le système, non plus de production mais de diffusion, a complètement été perturbé, avec des répartitions dans la chaîne de valeur, je pense, qui sont connues et reconnues. Et puis au niveau mondial, c'est-à-dire côté des GAFA, l'arrivée aussi des Chinois, je vais y revenir, c'est-à-dire la mise en place d'un écosystème assez protecteur, la création de grands appareils verticaux sur Internet et un écosystème qui leur permet d'avoir une base arrière qui désormais les autorise à avoir une projection internationale dans le domaine de l'information, ce qui change assez largement la donne. Je vais y revenir. Donc un paysage émietté, et paupérisé et rempli de redondances et de boursouflures sur le terrain de la production, et sur le terrain de la diffusion, une explosion totale.
Ça a pour effet une volumétrie exceptionnelle qui s'est multipliée à l'infini depuis ces dernières années, avec notamment quand même, il faut le répéter toujours, c'est un phénomène sur les réseaux sociaux ou sur les journaux, sur les télévisions, sur l'ensemble des endroits où on peut consulter de l'information, de l'extrême redondance, c'est-à-dire le phénomène d'originalité de l'information en fait s'appauvrit. On a l'impression les dernières études montrent qu'il y a à peu près sur une valeur, une échelle de 100, il y a à peu près 60% d'informations redondées et 40% d'informations originales. Donc, et d'ailleurs, on le constate nous-mêmes, c'est-à-dire qu'entre le moment où on est dans le flux continu d'informations depuis le matin jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de répétition et de rabâchage qui est extrême et qui donne l'impression d'une fausse abondance qui est réelle. L'arrivée au milieu de cette abondance, la nature ayant horreur du vide, et une paupérisation des machines de production, l'arrivée des fake news, des rumeurs, des lobbies et de toute une série d'officines, je vais y revenir, qui ont d'autres objectifs et d'autres agendas que de produire de l'information, soit de la communication classique de marque pour des fins commerciales, soit à des fins plus étatiques. C'est là où je voudrais en venir, c'est qu'on a un paysage mondial qui, à l'occasion de ces derniers bouleversements, retrouve une géopolitique de l'information un peu nouvelle, qui n'est pas simplement appuyée sur des agences d'information, mais qui passe simplement sur des chaînes de télévision, mais aussi sur un ensemble d'écosystèmes où naturellement Internet joue à plein. Et donc entre cette combinaison entre médias traditionnels, médias nouveaux et puis médias réseaux sociaux, des blocs qui sont en train de se constituer. Et on le voit assez bien, il y a naturellement, j'ai évoqué le bloc chinois qui est aujourd'hui le plus cohérent entre Chine Nouvelle, la CCTV et Alibaba, Baidu, Tencent et les autres qui sont en train de créer un bloc assez cohérent avec des compétitions internes mais quand même très très cohérent et qui, après avoir bien construit derrière la protection de l'État chinois, un écosystème fondé sur 1,3 milliard à 400 millions de consommateurs, de téléspectateurs, d'internautes, maintenant est en train de se projeter dans le monde entier, notamment en Europe, mais partout, y compris, et on le voit beaucoup pour nous en Afrique. Hein, la Chine en Afrique, ce n'est pas simplement des routes ou des infrastructures. C'est aussi désormais de l'information et des contenus sur les réseaux. On a évoqué, enfin, ces derniers temps, c'est un sujet d'actualité, toute la Russie aussi, qui aujourd'hui a une forme de projection en matière d'information qui est très forte. L'arrivée de Russia Today et de Arte en France est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple très, très cohérent et développé et construit. RT aux États-Unis, c'est la 5e chaîne d'information la plus regardée aux États-Unis. Hein. Donc c'est pas simplement des effets d'image ou des effets d'affluence, il y a aussi des effets de consommation derrière. Puis on voit des sous-ensembles, vous le voyez sur Al Jazeera et tout le débat en ce moment autour du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Il y a des enjeux très forts sur tout le bloc en langue arabe et le Proche et Moyen-Orient. Puis des sous-stratégies un peu plus régionales de la Turquie qui est assez forte. Et on voit se développer maintenant toute une stratégie dans le domaine de l'information, poussée plus ou moins sur des écosystèmes protectionnistes liés à l'Internet, sur des fonds publics, mais en tous les cas des dispositifs assez organisés et construits. Qui naturellement pose des questions en termes d'influence. Alors, tant qu'on est dans la compétition, j'allais dire tout va bien, c'est pas très grave, mais on voit que effectivement on a des enjeux désormais de soft power, d'influence, de capacité à projeter à moins, parce que
toutes les stratégies que j'évoque sont des stratégies qui sont construites sur des logiques de 20, 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que nous, on est sur des rythmes démocratiques très très courts, sur des stratégies très court-termistes, mais on a en face de nous des acteurs soit portés dans le monde anglo-saxon par une alliance assez intelligente où le jeu des intérêts partagés de la première puissance mondiale qui est les États-Unis et les GAFA fait que là il y a un écosystème qui fonctionne bien et qui se déroule bien et qui est sur une logique de long terme. Et les autres exemples que j'ai évoqués sont exactement sur les mêmes, sur des chronologies très longues. Nous, à l'inverse, on est sur des chronologies très court-termistes, sur des marchés très émiettés et avec des impensées assez fortes en termes de stratégie. Je n'évoquerai pas les effets de turbulence que ça a, pas simplement sur les marchés, sur la concurrence commerciale, voilà, mais naturellement sur la qualité du débat démocratique avec tous les débats sur la post-réalité, les fake news, etc., etc. Donc ce n'est pas simplement des enjeux qui sont simplement des enjeux à caractère économique, hein, ils sont aussi des enjeux à caractère démocratique, voire même des questions de souveraineté. Face à cela, effectivement, j'ai évoqué, en Europe, globalement, on est sur un champ qui est complètement ouvert, désorganisé. C'est le supermarché mondial de l'ensemble des acteurs où il n'y a naturellement aucun effet de réciprocité qui joue à aucun moment dans aucun sens. Plus le fait que, on voit sur les débats sur les différents... tous les dispositifs de régulation sont questionnés, ce qui permettrait... donc on affaiblit tous les dispositifs de régulation. Et puis... les enjeux de service public, d'intérêt général, sont des sujets qui aujourd'hui sont passés de mode ou ne sont pas encore revenus à la mode et donc, sont déconsidérés ou mis de côté. Je ne parle pas tellement de termes de financement public, mais tout simplement d'intérêt sur la chose publique et de l'intérêt général. Ce que nos compétiteurs ont, eux, parfaitement, en tous les cas, intégré. Alors, face à ce... et on le voit, dans le monde entier, l'AFP, c'est 5000 clients dans le monde. Donc, il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas abonné à l'AFP, à un service qui soit texte, photo et vidéo. Et comme, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais... le dernier développement très fort de ces dernières années s'est fait en vidéo, ne serait-ce que parce que d'abord l'information, si on n'a pas de vidéo, on n'existe pas. Donc c'est la partie la plus motrice de la consommation. La double consommation sur Internet et les GAFA, c'est peut-être pas le premier élément, mais le deuxième élément, c'est l'information, c'est-à-dire le breaking news, le fait qu'il y a très peu de machines à produire de l'information en continu, donc de réveiller et de régénérer de l'audience en permanence. Et puis, à cet effet de régénération permanente qui est le breaking news, il y a la vidéo qui est absolument essentielle, puisque, vous le savez, tous les scores de consommation sur Internet se font sur de la vidéo et non pas du texte ou de la photo. Et tout ça a été le développement de ces dernières années de l'agence. Et donc... quand on va dans une régie finale d'une chaîne dans le monde ou sur une plateforme numérique, quelle qu'elle soit locale, régionale ou mondiale, les différents compétiteurs que j'ai évoqués sont tous présents. Soit ils sont présents de manière payante, soit il y a une autre forme de présence, c'est de manière gratuite, c'est-à-dire d'offrir cette production qui rajoute à l'effet de dévalorisation générale qu'a apporté les GAFA sur le marché de l'information. Et à cette dévalorisation économique, on a une deuxième dévalorisation, c'est l'arrivée d'acteurs qui produisent énormément, qui ont une production de qualité, qui est excessivement riche, mais qui est totalement offerte pour des considérations qui n'ont pas un caractère économique, qui ne sont régulées par aucune loi du marché et qui pourtant arrivent comme des éléments supplémentaires de l'offre générale d'information.
Alors sur le plan européen, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que le grand maître mot commence à avoir une régulation fiscale qui commence à se mettre en œuvre sur pour un certain nombre d'acteurs, ce qui est une bonne chose. Une régulation juridique. Il y a le sujet de la directive sur les droits d'auteur, sur les droits voisins. Il y a quand même un sujet de protection assez naturel de la production de ce qui est fait sur le sol européen. Je rappelle en tous les cas pour l'agence France Presse que c'est avec AP et Reuters la seule agence mondiale et qu'AP et Reuters sont désormais toutes les deux nord-américaines. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule agence mondiale avec une base européenne qui est l'AFP. Donc c'est un enjeu pour nous effectivement majeur. Le troisième point après, c'est d'arriver à faire ce que je pense qu'il y a toujours une place pour ça et qu'il ne faut pas, en tous les cas, baisser la garde. C'est-à-dire la capacité à faire monter des acteurs européens de taille mondiale. Il n'y a aucune raison qu'on ait 2 blocs ou 3 blocs mondiaux, GAFA d'un côté et les Chinois de l'autre. Il n'y a aucune raison, c'est écrit nulle part, il n'y a aucune raison qu'on en soit là. Et je pense que comme c'est un secteur qui est quand même assez mobile, même s'il y a une prise de puissance qui est extrême de la part de ceux qu'on a évoqués, il faut en tous les cas ne pas renoncer à l'idée que l'Europe peut être aussi porteur de solutions, non pas simplement juridiques ou fiscales, mais aussi industrielles. Sur le plan français, s'il faut, je pense, réagir, je serai plus bref, c'est-à-dire que je pense que on le voit bien, il y a un impensé total sur la notion de soft power à la française. C'est un trou noir de la pensée publique française. Là où il y a des espaces publics ou des think tanks qui sont dans les espaces que j'ai évoqués précédemment. Aujourd'hui, on a des trous noirs dans notre réflexion sur le sujet. On a des atouts, on a une langue qui reste puissante et forte, on a une culture, une capacité à faire du storytelling, des compétences en forme d'information, une vraie crédibilité, des marques fortes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de stratégie très forte et très pensée en ce domaine. Elle ne doit pas d'ailleurs venir que des pouvoirs publics. Je veux dire, on sait bien qu'à l'heure actuelle, c'est un composite entre public, privé, des solutions verticales ou horizontales, mais en tous les cas, c'est clair qu'il n'y a pas d'espace de réflexion et après de projection sur le sujet, alors même qu'on sait bien, et je pense que c'est un des thèmes de cette journée, qu'il n'y a pas de solution à nos sujets locaux européens sans une projection mondiale des solutions. Là, comme dans d'autres, la mondialisation de notre économie, y compris dans le domaine de l'information ou de la production audiovisuelle au sens large, est plus que jamais à l'ordre du jour. Donc, sur le fond, compte tenu de nos atouts, je suis toujours d'un optimisme très marqué et très appuyé, mais dans un contexte qui n'a jamais été, j'allais dire, depuis plusieurs décennies, aussi violent dans le domaine de l'information, et pas simplement d'un point de vue économique, parce qu'il y a des désorganisations dans le système qu'il faudrait reconstruire, mais aussi par l'arrivée de nouvelles logiques qui sont à l'œuvre, qu'on avait oubliées, qui étaient peut-être sous-jacentes ou dormantes depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui apparaissent de manière très forte et très présente. Et j'allais dire, la dernière chose qu'il faut ne pas, le dernier péché auquel il ne faut pas succomber dans ce genre d'affaires, c'est le péché de naïveté. Donc il ne faut pas être naïf. Aucun des interlocuteurs, par ailleurs compétiteurs sur la scène mondiale ou européenne ou française, sont naïfs. Et nous, il n'y a aucune raison qu'en ce domaine-là, nous continuions à l'être. Voilà ce que je voulais qui était un peu le propos de ma carte blanche. J'espère que, naturellement, je peux développer tous les points avec on avait un peu plus de précision, mais voilà.
Merci beaucoup. Ça Et ajoute... bon appétit.